seront retransmis sur Antenne 2. Toute une soirée d'ailleurs consacrée au tennis. Je vous en donnerai tout à l'heure le détail. Aujourd'hui, l'invité d'Antenne 2 Midi, c'est monsieur Jean-François Degnaud. Jean-François Degnaud, 52 ans, c'est Giscard bis, une formule souvent prononcée avant le 10 mai par ceux qui enviaient son irrésistible ascension et qui lui trouvaient une trop grande ressemblance avec Valéry Giscard d'Estaing. Même élégance, mêmes études, même réussite et même échec. Jean-François Degnaud a en effet conduit la campagne du candidat Giscard. Si cette campagne avait réussi, si Valéry Giscard d'Estaing avait été réélu, Jean-François Degnaud aurait pu succéder à Raymond Barre. Mais la campagne a échoué, une défaite nationale suivie d'une autre personnelle. Jean-François Degnaud n'a pas réussi à conserver son siège de député à Bourges. Pourquoi cette déroute ? Ah, écoutez, il y a beaucoup de raisons, mais moi je ne dirais pas que c'est une déroute, parce qu'il faut quand même se rappeler les chiffres. Et les chiffres, c'est que François Mitterrand a été élu par 51,75, très exactement, % des suffrages exprimés, et que Valéry Giscard d'Estaing a fait plus de 48%. Et qu'après 7 ans de crise, et d'une des crises les plus dures qu'ait connu le monde, eh bien, c'est d'être réélu dans une démocratie, avec donc le jeu parfaitement régulier d'une démocratie. Ça n'est pas commode. Ça n'est pas commode, et c'est même un tour de force. Et que je crois que les Français s'apercevront avec le temps et avec la réflexion qu'il y avait bien une crise, alors que l'opposition de l'époque disait qu'il n'y en avait pas, et que finalement, contre cette crise, eh ben, nous avions fait le maximum. Et moi, j'espère qu'ils réussiront à faire davantage, mais je n'en vois pas les résultats aujourd'hui. Donc, je ne dirais pas déroute, moi. Monsieur Degnaud, si vous aviez une seule raison à chercher à la défaite de monsieur Giscard d'Estaing, à la défaite de votre parti, à la défaite de l'ancienne majorité, ce serait laquelle? Je vous dis, c'est la crise. C'est le fait que pendant 7 ans, nous avons dû faire face dans ce pays, dans une démocratie, avec des moyens démocratiques, à une des crises les plus dures qu'a connu l'Occident. Pas de rejet de la personne de Valéry Giscard d'Estaing? Non, je crois que ça joue très peu, n'est-ce pas? Même les campagnes qui ont eu lieu à cet égard, bon, ça peut faire des anecdotes plus ou moins distrayantes et plus ou moins de bon goût, mais que c'est pas ça le problème de fond. Et puis il faut voir aussi que ce qui s'est déplacé, c'est 2 points. C'est 2 points dans l'électorat, parce que 2 points qui changent de camp, ça fait 4 points de différence. Alors après, il y a eu l'entraînement législatif accru par le système majoritaire, mais au moment où les Français ont voté entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, à ce moment-là, il y a eu 4 points d'écart, c'est-à-dire 2 points des Français qui ont changé de camp. Et c'est un mouvement sociologique, bon, qu'on peut essayer d'analyser. C'est aussi un mouvement politique parce que je crois effectivement que les Français avaient envie qu'on essaye une autre politique pour voir si elle ferait mieux contre le chômage et contre l'inflation. Et puis il y a aussi les divisions de la majorité, qui ont joué sans aucun doute un rôle. Mais le vrai problème de fond, c'est la crise dans une démocratie. Comment être élu quand on ne veut pas faire des promesses démagogiques? Parce qu'on veut pouvoir tenir, n'est-ce pas, ce qu'on promet, même dans une campagne électorale. Comment être réélu? Et c'est pour ça que moi je ne considère pas du tout qu'il s'agit d'une déroute. Bien, alors aujourd'hui, monsieur Jean-François Degnaud, vous êtes notre invité. Hier, vous étiez l'invité de l'ex-président de la République. Vous étiez autour d'une table avec lui. Monsieur Giscard d'Estaing recevait pour la première fois depuis les élections les principaux responsables de l'UDF. Il y avait là monsieur Jean Le Canuet, ou encore monsieur Chinaud, monsieur Fourcade, monsieur Bariani, monsieur Stasi, et puis vous-même, monsieur Degnaud. Alors ce qu'on a envie de savoir, c'est ce qui s'est dit autour de cette table finalement, et ce que vous a dit l'ancien président, et d'abord, si M. Giscard d'Estaing a décidé de faire sa rentrée politique. Écoutez, c'est le moment où il interviendra, je dirais publiquement, c'est un moment qu'on ne peut pas prévoir maintenant parce que ça dépend des circonstances, des nécessités. Il faut que ça corresponde à une nécessité, ça ne fait aucun doute. Et je crois qu'un ancien président de la République, qui a eu le pouvoir donc pendant 7 ans, a quelque chose à dire sur ce qui se passe dans son pays. C'est tout à fait normal. Quand le dira-t-il? C'est tout à fait normal. Eh bien, quand il y aura le besoin de dire, c'est-à-dire qu'on verra de façon sans doute encore plus concrète que maintenant, quelles sont les options que prend le nouveau régime. Est-ce que, oui ou non, ces options sont de nature à répondre aux problèmes qui sont les problèmes pour les Français? Ce qui s'est fait jusqu'à présent ne suffit pas à l'ex-président de la République pour prendre parti et sortir de sa réserve les nationalisations. Écoutez, non, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que moi, ce qui me frappe, c'est que M. Mitterrand a été élu, et après lui, le Parti socialiste a eu la majorité absolue à l'Assemblée, sur un problème très précis qui était celui du chômage et aussi de la hausse des prix, de l'inflation. Bon. Et que moi j'ai l'impression qu'ils ne donnent pas du tout la priorité à ce problème-là, mais qu'ils ont au contraire une espèce de boulimie et de précipitation de réformes qu'on aligne les unes après les autres en posant d'ailleurs des principes et sans regarder ce que sera l'exécution, et que donc il y a un moment où il faudra faire aussi un bilan.
Alors peut-être que 3-4 mois, c'est un peu court pour juger honnêtement des résultats d'un gouvernement et d'un régime. Surtout qu'il y a encore un doute profond sur ce qu'ils veulent et ce qu'ils considèrent comme prioritaire. Mais il y a un moment où il faudra dire, ben voilà, vous avez été élus, parce qu'ils ont été élus avec une majorité, c'est incontestable, à mon avis, pour répondre à telle et telle préoccupation des Français. Est-ce que vous êtes en train d'y répondre ou pas? Oui, ce silence actuel de Valéry Giscard d'Estaing donne un peu l'impression que vous attendez, que vous pariez sur l'échec économique de François Mitterrand, que vous attendez ce moment pour agir, alors qu'il faut peut-être proposer quelque chose d'autre. Non, il faut certainement proposer, je l'ai dit moi-même, c'est qu'une opposition digne de ce nom, il y a besoin dans une démocratie d'une opposition digne de ce nom, c'est-à-dire forte, qui réfléchit, qui ne fait pas du négativisme systématique, qui ne cherche pas à dire il faut que je revienne au pouvoir, vous verrez comme ce sera bien, mais que puisque les Français ont choisi une solution, ou du moins de donner ses chances à une autre solution, qu'on puisse dire ben ça ne va pas pour telle et telle raison, ça c'est de la doctrine qui n'a rien à voir avec les problèmes, et puis voilà ce que nous ferions si nous étions à la place. Ça il faut le dire, par exemple sur les nationalisations, on peut dire que c'est précipité, que ça va coûter très cher, que ça va nous poser des tapis de problèmes internationaux, mais il faut dire à un moment, il faut dire voilà, si nous sommes au pouvoir quand il y aura l'alternance, si nous sommes au pouvoir quand il y aura l'alternance, ce que nous ferons, voilà ce que nous dénationaliserons, c'est pas comme à dire, et voilà ce que nous ne dénationaliserons pas, et dans quelles conditions. Et moi je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait positif à dire sur ce sujet, et il faut le dire. Est-ce qu'il n'y a pas une course de vitesse qui s'est engagée entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac? Non, je ne crois pas qu'il y ait une course de vitesse, parce qu'il faut voir les échéances. Vous savez, les échéances, c'est normalement, c'est 5 ans pour... Non, mais l'échéance, ça peut être la tête de l'opposition. Oui, ce que je crois, c'est qu'il faut une opposition forte, n'est-ce pas? Ça, c'est nécessaire. Dans un pays comme le nôtre, c'est nécessaire pour le bien des Français et du pays. Et que pour qu'elle soit forte, il faut qu'elle s'organise un peu. Je l'ai dit, je l'ai écrit, et je crois d'ailleurs que M. Chirac a repris quelques-uns de mes propos, du moins de mes propositions, à cet égard. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait entre les deux grandes tendances de l'opposition où nous sommes maintenant, c'est-à-dire, disons, le centre et le RPR, un minimum d'accord pour ne pas se tirer dans les jambes, parce que les victoires, ça se prépare, et on l'a vu, les défaites aussi. Et ça vient sans doute de longtemps à la Mais ça commence quand même assez mal, M. Degnaud, avec le RPR qui a posé cette motion de censure. Oui, c'est un exemple. 5 minutes à l'avance. Exactement, c'est un exemple, à mon avis, de ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il ne s'agit pas de se faire de la concurrence dans le spectacle immédiat ou dans les titres immédiats. Il faut réfléchir à ce que doit être le rôle de l'opposition. Chacun a ses opinions, et c'est tout à fait normal que le RPR et, disons, les différents mouvements du centre n'aient pas les mêmes opinions sur tout. C'est tout à fait normal, chacun doit garder son identité, mais je crois que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un minimum d'accord ou de coordination, de concertation, pour qu'on ne donne pas l'impression de tirer à Huadia, et qu'on sache au moins les points sur lesquels on n'est pas d'accord, et ceux sur lesquels on peut aller dans le même sens. Et il faut aussi, et c'est quand même un peu le but du déjeuner d'hier, qu'il y ait un centre fort, parce qu'il y aura une alternance un jour, et il faut qu'il y ait un centre fort pour préparer une alternance raisonnable, qui ne fasse pas des coups de balancier trop d'un côté ou de l'autre. Un centre conduit par Valéry Giscard d'Estaing? Non, ce n'est pas son rôle de conduire les différentes formations du centre, mais vous savez, ce déjeuner n'a pas été le premier et ne sera certainement pas le dernier. Il est normal que l'ancien président de la République essaye de temps en temps de réunir les principaux responsables politiques, notamment de la tendance du centre, et dise, ce qui est une constatation, je crois, de bon sens, il faut un centre fort et organisé. C'est à vous de le faire, mais je crois que c'est un besoin pour le pays. Bien, nous parlerons ensuite encore politique, puisqu'on va en arriver au sujet sur la décentralisation. Par 329 voix contre 129, l'Assemblée nationale a voté cette nuit la deuxième partie du projet de loi de décentralisation proposé par le gouvernement et destiné à supprimer les tutelles des ministères et des préfets en ce qui concerne les droits des communes et les libertés des communes, des départements et des régions. Le président du Conseil général devient donc désormais l'exécutif à la place des préfets, et les régions deviennent collectivités territoriales. Il faut remarquer que, bien sûr, communistes et socialistes ont voté pour, donc tous les membres de l'opposition ont voté pour, de la majorité, pardon, ont voté pour. Dans l'opposition, M. Roccassera et Mme Françoise Darcourt ont également voté pour. Il y a également 19 abstentions à l'UDF, 17 membres du CDS, dont M. Méhaignerie, ancien ministre, et 2 radicaux, dont M. Stier. Daniel Brel.
La mise en application en janvier 82 de ce projet va bouleverser considérablement le paysage politique et administratif français. Les sénateurs devront bien sûr auparavant donner leurs sentiments. M. Gaston Defferre a gagné le set le plus important de son combat décentralisateur. Les communes, les départements et les régions seront émancipés et auront sur le plan local des pouvoirs économiques importants. Mais il devra encore faire adopter 7 à 8 autres textes gigognes qui compléteront cette révolution. L'opposition a été agressive, la majorité parfois cruelle, mais tout le monde à 2 heures ce matin semblait finalement pas fâché du dénouement. Un plan de circulation. La commune pour qui ce travail est fait paye des... Nous avons obtenu, c'est vrai, un certain nombre de satisfactions, la moindre n'étant pas le bénéfice pour Paris d'un certain nombre de dispositions financières du projet de loi, bénéfice dont la majorité socialiste, dans un premier temps, voulait nous priver. Nous avons obtenu que le texte soit un petit peu moins mauvais à nos yeux qu'il n'était au départ. Cela dit, nous restons absolument hostiles aux principes qu'il met en œuvre. Je suis content qu'on en ait terminé. Le gouvernement a voulu d'entrée créer un peu l'irréversible. Il le reste maintenant, et c'est peut-être cela la différence entre cette loi et bien d'autres, c'est que il arrive quelquefois que les parlementaires se soucient de voter la loi, moins de son application. Or cette fois, parmi ceux qui votaient la loi, il y a beaucoup et de maires, et de présidents de conseils généraux, et de présidents de conseils régionaux, qui vont avoir la double fonction cette fois, et qui, après tout, pourront s'en prendre à eux-mêmes s'ils sont en difficulté pour appliquer le texte. J'ai obtenu que l'essentiel du texte soit voté. Le débat a été intéressant et utile, en ce sens que certains amendements qui ont été votés ont amélioré le texte. Cela a démontré que depuis que le gouvernement existe, beaucoup de choses sont changées dans la vie parlementaire. J'ai accepté des amendements, j'ai accepté des corrections du texte. Le groupe socialiste a bien joué son rôle, l'opposition elle-même a joué son rôle dans le débat, si bien que le texte aujourd'hui est, je pense, meilleur qu'il ne l'était quand je l'ai déposé. Bien, vous étiez chargé des réformes dans l'ancien gouvernement, Monsieur Deniau. Alors en voilà une de réforme. En voilà une, mais je dois dire là tout de suite que ça fait 2 fois que j'entends des porte-paroles du Parti socialiste ou du gouvernement socialiste employer le mot irréversible. J'aime pas beaucoup ça dans une démocratie. Je le dis tout nettement. Car c'est normal de faire des réformes, mais c'est quand même les électeurs qui décident. Et c'est pas un vote même tout à fait important, comme celui de l'élection du président de la République ou après celui de l'Assemblée, qui fait que pour l'éternité, ce sera le même régime qu'il y aura en France. Non, la démocratie, c'est le choix. Et justement, le choix, c'est qu'on essaye de faire mieux, c'est normal, mais qu'on ne prononce pas le mot irréversible. C'est une réforme tout de même à laquelle certains de vos amis, les centristes, ne sont pas hostiles. Mais oui, et parce que c'est vrai qu'il y avait un problème de responsabilité des collectivités locales depuis très longtemps posée en France. Il y avait d'ailleurs une réforme qui était discutée sous le régime précédent et qui avait déjà été largement adoptée par le Sénat. Celle-là n'est pas encore passée devant le Sénat, c'est simplement devant la Chambre des députés, et que donc c'est un problème dont il faut s'occuper. Nous avons une tradition centralisatrice en France, qui s'explique d'ailleurs pour beaucoup de raisons, qui a été trop loin à mon avis. Je suis président de conseil général, je le dis tout à fait nettement, il fallait un nouveau partage d'attributions et laisser plus de responsabilités locales. Alors, monsieur Deniau, puisque vous êtes pratiquement d'accord sur Ah non, moi je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec ce texte. Non, mais vous êtes d'accord sur l'esprit. Alors, pourquoi ces réformes, si vous les aviez faites, ne vous auraient-elles pas permis, vous et monsieur Giscard d'Estaing, de rester au pouvoir? Je ne suis pas sûr, si vous voulez, que ça change profondément les voies, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que véritablement l'explication, beaucoup, mais la principale, si on n'en dit qu'une, c'est quand même la crise, avec toutes ses conséquences. Mais qu'il fallait faire une réforme en ce qui concerne les collectivités locales, je ne peux pas être contre sur l'objectif, puisque nous l'avions commencé. Elle était déjà largement engagée. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que j'entends que M. Defferre a gagné son premier set, c'est parce qu'il y a du tennis ce soir à la télévision. Je vous signale que ce n'est pas la spécialité de M. Defferre, le tennis. C'est une autre. Même que vous, c'est la voile. Je connais un peu. Bon. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la fin. Parce que pour le moment, on est au stade des principes. On a dit, bon, on va donner plus de pouvoir aux conseils généraux, à la région. Mais il y a 2 questions sur lesquelles moi je reste dans le doute et que j'aimerais bien voir ce que ça va donner concrètement, c'est le financement.
Parce que parler de pouvoir sans parler de financement, vous savez, si vous n'avez pas l'argent, ça ne veut pas dire grand-chose. Et qu'à ce moment-là, la tutelle de l'État, elle revient d'une autre façon. Elle revient par le trésorier payeur général, tout simplement. Bon. Et puis, c'est aussi, et c'est un problème assez délicat, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer au niveau du département, qu'est-ce qui va passer au niveau de la région. Il y a des régions qui marchent pas mal, il y en a d'autres qui marchent moins bien parce qu'elles sont un peu de briquet de broc, n'est-ce pas, qu'elles ne correspondent pas à une véritable entité. Mais est-ce qu'il s'agit simplement d'aller créer un échelon administratif de plus, avec tout ce que ça représente comme lourdeur? Et moi, je m'intéressais aux réformes, mais j'essayais de simplifier l'administration et de réduire le poids des papiers et des circuits. Dure tâche, dure tâche. Eh bien, je ne souhaite pas que cette réforme se traduise en fait par une augmentation de la lourdeur de l'administration. Et ça, c'est l'équilibre entre le département et la région. Parce qu'on est parti là pour 4 niveaux, hein. La commune, le département, la région et l'État. Ça fait beaucoup. Monsieur Deniau, il y a juste un point encore, vous savez. Je comprends que même tous ceux qui sont pour la décentralisation en France et plus de responsabilités locales, c'est-à-dire laisser les gens qui sont directement sur le terrain régler leurs affaires. Je comprends que tout le monde soit pour sur le principe général, mais c'est les modalités qui comptent. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce débat, c'est que quand l'Assemblée a voté un amendement qui interdisait aux membres du gouvernement d'être président d'un conseil régional, pourquoi? Pour éviter les féodalités. Imaginez à ce moment-là, on parle de décentralisation, mais c'est un ministre qui devient président d'une région. Il y en a quelques-uns qui sont actuellement dans ce cas. Certains vont démissionner. Alors, ils vont démissionner, mais vous avez vu que l'amendement avait été adopté par la Chambre, puis il a fallu une séance supplémentaire, enfin un vote supplémentaire, parce que la majorité socialiste a décidé finalement qu'il ne fallait pas cet amendement, qui avait été voté par la Commission des lois. Rappelez-vous, moi je ne veux pas remonter trop loin dans le passé, mais la révolution de 89, on l'a faite aussi pour beaucoup de motifs, mais notamment contre les féodalités régionales. Et il faut de la décentralisation, il faut des pouvoirs locaux, mais il ne faut pas créer des féodalités. Monsieur Deniau, vous n'aimez pas le mot irréversible. Est-ce que vous pouvez imaginer des majorités d'idées sur des thèmes précis? L'abstention des centristes est déjà un premier pas. Mais c'est pour ça que ce qui est nécessaire dans une opposition, c'est pas simplement de, et c'est surtout pas, même je dirais, de se plaindre. Bon, c'est pas seulement aussi de dire ça va aller mal, ça va aller mal. Bon, je crains que ça aille mal. Mais il faut dire ça va, ça c'est une bonne idée, il faut décentraliser, mais c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Et à ce moment-là, il faut proposer quelque chose en montrant les dangers. Et je vous dis, un des dangers, c'est une féodalité qu'on créerait de nouveau, notamment sur le plan politique. Monsieur Deniau, avant de passer au reste de l'actualité, juste sans trahir le secret ou en essayant de le trahir, justement, puisqu'on est là pour ça, du déjeuner d'hier, est-ce que sur l'un de ces sujets, décentralisation, nationalisation, le président Giscard d'Estaing a dit quelque chose qui vous semble important? Non, parce que je ne crois pas du tout que ce soit son rôle d'entrer dans tous les aspects des lois qu'on discute et des projets socialistes. Et je crois, je vous l'ai dit, le but de ce déjeuner, c'est simplement de voir avec les principaux responsables politiques, dont c'est le métier immédiat, la tâche immédiate, c'est d'essayer de voir comment on peut s'organiser dans l'opposition, et notamment pour qu'il y ait un centre vivant et qui soit utile. Oui, il ne vous a pas confié ce qui l'inquiétait le plus ou ce qui l'intéressait le plus parmi tous les projets qui sont actuellement en gestation ou décidés comme la décentralisation? Non, nous ne sommes pas entrés dans le détail de chacun des projets actuellement en discussion. Il faut dire qu'il y en a beaucoup et qu'on va très vite. On va très vite. Quand je vois que, par exemple, sur l'abolition de la peine de mort, sujet qui est un sujet de conscience personnelle, qui n'est pas du tout un sujet de parti, si vous voulez, mais vraiment de conscience individuelle, chacun peut avoir son opinion là-dessus, il est prévu 24 heures de débat et toujours pas de peine de substitution. On avait dit, bon, il faut la supprimer, mais il faut trouver quelque chose de dissuasif. Et bon, eh bien, moi, d'après ce que j'ai entendu, on va liquider ce débat en 24 heures, qui est quand même un sujet assez important, pas seulement du point de vue de la société, mais du point de vue moral. Et puis, la peine de substitution, on nous dit, on verra après. Alors, c'est ça qui m'inquiète le plus. Bien, Monsieur Deniau, on va voir les autres grandes informations d'aujourd'hui. Monique. Oui, avec cette veillée commémorative cette nuit à Paris devant l'ambassade du Chili, il s'agissait pour plusieurs centaines de personnes de célébrer ainsi le 8e anniversaire de la chute du président Allende, renversé, vous vous en souvenez, le 11 septembre 1973 par une junte militaire. Alors, participaient à cette manifestation le Club socialiste des droits de l'homme, les partis de gauche chiliens et les partis socialistes et communistes français. Dans la nuit, Lionel Jospin, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui participait aussi à cette veillée, a été pris à partie par des militants d'Action directe qui demandaient la libération de leurs propres prisonniers politiques. Je vous propose tout de suite de revivre cette nuit devant l'ambassade du Chili. Il y a 8 ans, jour pour jour, la jeune République chilienne était écrasée par un coup d'État militaire. Le président Allende mourait avec à la main la mitraillette offerte par Castro.
Hier, c'était aussi le jour du souvenir pour quelques 8000 Chiliens exilés en France. Et la solidarité pour nous, la solidarité de tous les peuples français, de l'Europe, de tout le monde, c'est important du point de vue moral. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo... Ça fait 3 ans que je suis ici. Je suis parti, j'ai été emprisonné là-bas, j'ai passé 4 ans et demi, presque 5 ans en prison. Et pourquoi vous avez choisi la France? C'est-à-dire je suis parti pour Amnesty International. Pinochet vient de prolonger l'état d'exception. La torture reste un élément de la politique officielle, dénonce Amnesty International. Sur son banc, notre ami chilien regarde passer la manif. Ce soir, on pense à lui, à son pays. Ça lui fait du bien. Aujourd'hui, on peut être ici de cette forme-là grâce à la victoire de François Mitterrand le 10 mai, qui a changé pas mal de choses, donc notre présence ici. C'est un grand exemple de moralité qui va obligatoirement avoir une influence dans le comportement et les relations des pays du monde entier. C'est la France qui m'a donné son asile, c'est la France qui m'a offert, on dit, les meilleures possibilités de faire une vie normale, une vie libre, avec je peux travailler, je peux étudier, ma femme peut travailler, étudier, mes enfants aussi. La France, c'est la terre de la liberté pour nous. Nous sommes libres. En Iran, 20 personnes viennent d'être reconnues coupables dans l'enquête sur la fuite en France de l'ex-président Bani Sadr. En Iran, où les attentats contre le pouvoir religieux se succèdent, hier, c'était au tour de l'ayatollah Madani, un ami personnel de l'imam Khomeini, à être tué avec 5 autres personnes par l'explosion d'une grenade à Tabriz. Un document exceptionnel, regardez. C'est la panique totale à la sortie de la grande mosquée de Tabriz. Une bombe a explosé il y a quelques minutes. L'ayatollah Madani qui conduisait la prière s'est effondré. On apprendra plus tard que le porteur de l'engin est mort aussi dans l'explosion. Le caméraman de la télévision iranienne est pris dans la bousculade mais continue de filmer. Et c'est grâce à lui que nous voyons ces images diffusées hier soir dans tout l'Iran et commentées sur le ton d'une véritable lamentation. L'ayatollah Madani était aimé, dit-on officiellement. C'était un religieux qui ne s'occupait pas de politique. De toute façon, personne n'a signé l'attentat, pas même les moudjahidines du peuple, l'extrême gauche iranienne. Car la popularité dont jouissait l'ayatollah Madani peut surprendre. Plus de 50 000 personnes assistaient à cette grande prière du vendredi, l'événement le plus important de la semaine en Iran. En apprenant sa mort, la foule a revécu cette passion et ce sentiment du martyr qui caractérise la foi des musulmans chiites en se frappant la tête pour expier sa faute de ne pas l'avoir protégé. L'ayatollah Madani a été remplacé immédiatement par un autre religieux, l'ayatollah Meshkini, comme guide de la prière du vendredi à Tabriz, une fonction religieuse de première importance. L'ayatollah Khomeini veut en effet montrer que les attentats ne sauraient paralyser la marche en avant de la révolution islamique. L'ayatollah Madani a eu droit ce matin à des funérailles nationales. Coopération militaire États-Unis-Israël. Des experts du Patagone vont en effet étudier le financement indirect de l'industrie israélienne d'armement. C'est l'un des principaux points d'accord entre Ronald Reagan et Menahem Begin. Un projet qui permettrait à l'État hébreu d'acheter de l'armement à sa propre industrie. De son côté, Israël permettra aux États-Unis d'utiliser ses ports et ses aéroports. Mais pas d'accord, vous le savez, entre les deux chefs d'État sur la vente d'avions radars à l'Arabie Saoudite, qui recevra bien le matériel commandé. Retour en France du président Mitterrand après sa rencontre au sommet avec Margaret Thatcher. Encore beaucoup de différends entre les deux pays malgré la cordialité de la rencontre. Seul point d'accord concret, la décision commune de poursuivre les discussions sur l'avenir du Concorde et surtout celle de reprendre les études sur le tunnel sous la Manche. Pour M. Mitterrand, ce tunnel pourrait cesser d'être ainsi un serpent de mer. En France toujours, acquisition par Robert Hersant de 49% du capital du quotidien Le Havre Libre. Réaction de l'intersyndicale du quotidien, une demande d'audience auprès du ministre de la Communication et des responsables parlementaires des groupes de la majorité. Ceci afin de leur demander quelles mesures ils comptent prendre pour le maintien du pluralisme dans la presse havraise et la garantie de l'emploi. Et puis,
Aussi, le 8 mai sera dès l'an prochain une journée fériée et chômée. Quant au 19 mars, il deviendra une date nationale marquant la fin réelle de la guerre d'Algérie. C'est ce qu'annonce aujourd'hui Jean Lorrain, le ministre des Anciens Combattants, dans une interview publiée ce matin par les dernières nouvelles d'Alsace. Enfin, et nous l'apprenons à l'instant, les cartes d'identité informatisées ne seront plus délivrées. C'est une décision de Gaston Defferre. C'était un système qui pouvait donner lieu à une mise en fiche des citoyens, ce que le président de la République ne voulait pas. C'est ce qu'explique dans un communiqué le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Bien, très rapidement, Monsieur Degnaud, peut-être un commentaire, non pas sur la politique étrangère, mais c'est plutôt sur ce qui se passe en politique étrangère du côté de la France, les décisions qui sont prises depuis le 10 mai. Oui, si je peux faire juste un mot sur la manifestation qui a eu lieu devant l'ambassade du Chili. Moi, j'ai toujours été contre toutes les dictatures, tout le monde le sait, et je trouve que c'est très bien que ce gouvernement, comme le précédent, se batte pour les droits de l'homme. Oui, je suppose, j'en reviens à la question, je suppose qu'hier autour de la table, on a parlé de politique internationale. Il faut se battre partout. Parce que la liste des dictatures, vous savez, elle n'est pas qu'en Amérique latine. Hein. Il y a d'autres pays et d'autres couleurs où ça n'est pas non plus le respect des droits de l'homme. Et donc, la seule chose que je souhaite, c'est qu'on se batte partout de la même façon. Bien, j'en viens à la politique étrangère. J'en viens à la politique étrangère, où il n'y a pas eu de grand bouleversement. Moi, j'en cherche un. C'est que ce gouvernement-ci a été plus loin que le gouvernement précédent, c'est vrai, en ce qui concerne les Palestiniens, puisque jamais, conformément à ce qui avait été décidé sur le plan européen, nous n'avions parlé d'État palestinien, alors que ce gouvernement-ci parle d'État palestinien. Ça, c'est un changement. Et en dehors de ça, ce qui me frappe, c'est que plutôt les problèmes ne sont pas réglés. Et l'exemple, c'est justement le voyage à Londres. Alors, j'ai rien contre le tunnel sous la Manche, n'est-ce pas? M. Mitterrand lui-même a parlé de serpents de mer ou de monstres du Loch Ness. C'est d'habitude ce dont on parle pendant l'été, n'est-ce pas, pour meubler l'actualité. Un jour, il se fera sans doute, et c'est parfait. Mais ce n'est pas les vrais problèmes qu'on a avec l'Angleterre. Et ça, tous les Français le savent. Les vrais problèmes, c'est les problèmes agricoles. Qu'est-ce qu'on va faire avec la politique agricole commune? Est-ce que les Britanniques jouent le jeu ou pas? C'est la pêche. C'est le financement du budget de la communauté. Problème qui n'est pas réglé, et donc là j'espérais qu'il y aurait des progrès, et semble-t-il il n'y en a pas eu. Pour être honnête, Monsieur Degnaud, vous parliez des Palestiniens, ce gouvernement va aussi plus loin avec Israël que le gouvernement précédent. Il va plus loin, des deux côtés. Bien, on va en venir à ce qui est encore l'actualité d'aujourd'hui, c'est la fête de l'humanité, à partir d'aujourd'hui donc, et jusqu'à demain soir à la Courneuve, avec cette année un hommage à Pablo Picasso à l'occasion de son centenaire, et demain un discours prononcé cette année par Roland Leroy. Un reportage sur cette fête de l'humanité, Jean-Michel Mercurel. Fête de l'UMA 81, fête du changement. Cette fois-ci, le grand rassemblement annuel de la Courneuve n'est plus celui du combat d'opposition, mais celui de l'espoir né de la victoire de mai. Une ville de toile et de bois abritera pendant 2 jours des centaines de milliers de communistes, de sympathisants ou de simples visiteurs, sous le triple signe de la politique, de la culture et de la détente. Politique avec les travailleurs de Manu France, les mineurs de la Drecht, qui témoigneront du changement, mais aussi la présence de ministres communistes et socialistes. Politique aussi par la solidarité internationale, spécialement cette année avec l'Irlande et la venue du frère de Bobby Sands. Une pétition est ouverte sur la fête contre la bombe à neutrons. La culture, c'est le centenaire de Picasso, l'exposition et le grand spectacle chorégraphique présenté demain soir. C'est la Cité du Livre, ce sont les multiples spectacles, des récitals, Pia Colombo, Ray Charles, Catherine Lara. La fête de l'UMA, toujours un peu différente, mais toujours un peu semblable, une accumulation de stands le long des allées, des allures de foire avec ses flonflons, son odeur de frites et de merguez. Outre sa fonction politique, la fête, c'est aussi une rentrée d'argent pour le Parti communiste. Venez vous amuser au stand départemental du Loiret. Ça n'est pas une grande rentrée d'argent pour l'humanité. C'est évidemment l'occasion d'un grand brassage de fonds, comme vous l'avez dit. C'est l'occasion pour les organisations du Parti communiste, les cellules, les sections et les fédérations qui participent à la fête, de mettre parfois un peu d'ordre dans leur trésorerie. Pour l'humanité, c'est surtout une grande manifestation qui ne nous coûte pas d'argent, mais qui ne nous en rapporte pas beaucoup. Comment justifiez-vous l'omniprésence à la fête de la publicité pour des entreprises de toutes sortes, et notamment pour celles qui vantent les boissons alcoolisées? Je n'ai pas à justifier l'omniprésence de la publicité, j'aurais plutôt à regretter qu'il n'y a pas assez de publicité. Il y a encore de trop nombreuses entreprises qui discriminent la presse communiste et lui refusent sa publicité. Cette année, nous avons un peu plus d'annonceurs que l'année précédente. Chaque année, il y a un progrès de ce point de vue, je m'en réjouis profondément. Quant au reste, quant à la qualité des produits et à leur fonction, nous respectons naturellement les lois.
Des ministres socialistes ont été invités à la fête de l'humanité, il y a des ministres communistes. L'humanité applaudit chaque jour aux décisions prises par le gouvernement. Vous vous êtes trompé, monsieur Degnaud. Vous avez écrit un jour, François Mitterrand, avec les communistes, ça va être la fête. C'est pas la fête, c'est le calme. Non, non, c'est la fête, ils y sont à la fête. Non, non, j'avais tout à fait raison. Et ce qui me frappe, c'est que l'élément nouveau, c'est que justement, il y aura des ministres communistes à la fête. Alors, s'il y a des ministres communistes heureux, moi je n'ai rien contre, n'est-ce pas? L'important, c'est que ce soit les électeurs qui soient heureux. Et si j'en crois le dernier sondage en ce qui concerne la popularité de M. Mitterrand, où il y a une chute très rapide, avec beaucoup de points, eh bien, c'est plus important que les électeurs soient heureux que les ministres. Et semble-t-il, on ne s'engage pas dans cette voie-là. Et ce qui m'a frappé dans l'analyse du sondage, c'est que justement, la désaffection venait des électeurs communistes, en partie. Alors, bon, pour le moment, ils sont heureux, ils sont à la fête. J'espère qu'ils resteront heureux longtemps pour eux-mêmes, mais je ne suis pas sûr que l'ensemble des Français restent très longtemps heureux. Et ça me paraît plus important que le reste. Mais on va en venir au Parti Socialiste maintenant, monsieur Degnaud, si vous le voulez bien. Il y a aujourd'hui un comité directeur du Parti Socialiste à Paris. C'est un peu le Parlement du Parti Socialiste qui, à la veille du congrès de Valence, doit essayer de réunifier les différentes tendances qui existent au sein du Parti Socialiste. Il y a les tendances Rocard, tendances Mauroy, tendances Mitterrand, CRS, etc., etc. Un travail difficile, et cela malgré la victoire de monsieur François Mitterrand, comme le prouve ce reportage effectué dans une section du Parti Socialiste par Pierre Alain. Ce que je veux dire, c'est que toutes les différences que tu as relevées, essentiellement sur 2 points, sur les relations d'extérieur. Depuis un mois, les militants socialistes réunis comme ici en section discutent des contributions qui leur ont été soumises par les représentants des différents courants qui animent le parti. C'est la première étape de la préparation du congrès de Valence. Elle débouche sur le comité directeur d'aujourd'hui. Cette fois, c'est aux dirigeants d'examiner les textes et de voir s'il est possible d'en faire une synthèse. Opération difficile, voire impossible dans le passé, mais aujourd'hui les socialistes sont au pouvoir. Tous les courants sont représentés au gouvernement. Il n'y a plus de véritable clivage politique et les militants comprendraient mal que, solidaires au gouvernement, les socialistes soient divisés au sein du parti. Cette synthèse, cette unité, les amis de Pierre Mauroy en particulier la souhaitent le plus tôt possible. Qu'on soit du courant Mauroy, qu'on soit du courant Mitterrand, Rocard ou les autres, le seul objectif de tous les socialistes, c'est la synthèse qui doit se réaliser au comité directeur. Nous avons un objectif, c'est de suivre la politique de François Mitterrand et la politique de Pierre Mauroy. Unité, synthèse, bien sûr, mais à quel prix? Le courant Rocard, par exemple, pour ne pas jouer les diviseurs, ne présentera pas de motion. Mais comment sera-t-il représenté à la direction du parti? Ne présumons pas de ce qui va se passer, si vous voulez bien. Moi, j'espère et j'attends que cette sensibilité rocardienne sera représentée à la direction du parti à la mesure de la richesse qu'elle a apportée au parti et de sa contribution pendant la campagne. Les membres du CRS, qui étaient depuis le congrès de Metz les alliés privilégiés des mitterrandistes, n'accepteraient pas que la synthèse se fasse au détriment de leur propre sensibilité. Ils veulent rester dans la majorité. Les militants, bien sûr, souhaitent une direction qui soit la plus efficace possible. Mais ceci, je veux dire, ne dépend pas d'une unanimité. La direction issue du congrès de Metz a été extrêmement efficace. Or, elle était une direction majoritaire. Il existait une minorité. Et celle-ci nous a apporté beaucoup. Restent les amis de François Mitterrand, désormais représentés par le courant Jospin. Pour eux, il y a une logique, ils ont toujours soutenu Mitterrand, ils devraient donc continuer à insuffler au parti l'essentiel de sa ligne politique. Qu'est-ce que vous attendez du congrès de Valence? Essentiellement 3 choses. Que le parti précise les rapports entre le parti donc et le gouvernement. D'autre part, que les militants, à travers leur vote, puissent contribuer au choix du rythme de changement qu'ils attendent en France. Et enfin, le rassemblement de l'ensemble des militants autour des idées et autour des hommes qui ont conduit le socialisme à la victoire. Dans la motion, synthèse ou pas synthèse dès ce soir? Et si oui, quelle synthèse, totale ou partielle? De toute façon, c'est le congrès de Valence qui fixera la ligne du parti, bien sûr, mais distribuera aussi les postes de direction. Et ce n'est pas le moindre enjeu. Bien alors, Pierre Alain, vous assistez depuis ce matin à ce comité directeur du Parti Socialiste. Est-ce qu'on a déjà des indications sur ce qui s'y dit, ce qui va s'y décider, Pierre?
Oh, vous savez, Daniel, au PS, on aime bien discuter, et ces discussions durent parfois longtemps, alors on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore à la synthèse. Les 131 membres du comité directeur du Parti Socialiste se sont en effet réunis ce matin à 10h30 dans une salle de l'Assemblée, sous la présidence de Louis Mermaz et de Lionel Jospin. Assiste également à cette réunion en tant que membre du comité directeur, le secrétaire général de l'Élysée, Pierre Bérégovoy, et de nombreux ministres. Vous voyez ici Jean-Pierre Chevènement, l'animateur du courant CRS, Louis Lepinsec, le ministre de la Mer, Jacques Delors, Charles Hernu, Laurent Fabius, Gaston Defferre, et j'en oublie. Nous attendons la visite de Pierre Mauroy, le Premier ministre, pour cet après-midi. Alors ce matin, l'état-major du Parti Socialiste a entendu le rapport d'activité de Jean Poprennes. Bertrand Delanoë, vous êtes le porte-parole du PS, et sur ce point, je crois qu'il y a eu unanimité. Est-ce que c'est bon signe ? Oui, en effet, il y a eu un rapport d'activité de Jean Poprennes qui est en fait une analyse de la situation politique, parce que nous ne sommes pas préoccupés aujourd'hui que de nos questions internes, mais d'abord de la situation politique, du jugement, de l'appréciation sur la politique gouvernementale. Et en effet, après que Jean Poprennes ait proposé un jugement extrêmement positif, détaillé, argumenté, faisant état aussi autant de l'enthousiasme que de certaines interrogations dans l'opinion, eh bien, à l'unanimité, le comité directeur a adopté cette analyse de la situation. Mais je tiens à préciser que ce comité directeur est fait et pour parler de la vie du parti, mais aussi pour parler de ce qui se passe dans notre société, dans notre pays. Monsieur Delanoë, si j'ai bien compris, au congrès de Valence, toutes les tendances seront donc représentées. Il n'y aura pas de synthèse. En tout cas, ce n'est pas souhaité, par exemple, comme par monsieur Jospin. Si vous permettez, je voudrais vous donner une information parce qu'elle date de quelques instants. Lionel Jospin, au comité directeur, il y a un instant, a proposé une motion au nom de l'ancien courant A, mais en proposant que se constitue un nouveau courant à partir de cette motion. En fait, de quoi s'agit-il dans ce congrès? Le Parti Socialiste est un parti extrêmement démocratique et il aime sa démocratie. Les militants aiment la démocratie. Je voudrais dire, parce que je crois qu'il y a une présentation qui ne correspond pas complètement à ce que nous, en tout cas, nous pensons, c'est que l'unité du gouvernement n'est pas du tout en cause. Et il y a unanimité au sein du Parti Socialiste sur la politique du gouvernement. Mais dans un congrès du Parti Socialiste, on fait une analyse du passé, du présent et de l'avenir. Sur ces points, il se peut qu'il y ait des nuances. Si nuances il y a, nous le verrons cet après-midi, et seuls les militants sont habilités à les trancher. Si les militants les tranchent, il serait encore temps, éventuellement, de faire une synthèse au congrès de Valence. Bien, monsieur Delanoë, si vous le permettez, une question de monsieur Degnaud, qui est notre invité aujourd'hui. Monsieur Degnaud. Oui, s'il y a de l'enthousiasme dans les militants du Parti Socialiste à l'égard du gouvernement, j'ai absolument rien à y dire. Et aussi sur les questions de courant A, où il y aura A prime maintenant, j'apprends, enfin tout ça, ce n'est pas mes affaires. Et je ne suis pas sûr que ça passionne l'ensemble des Français, en dehors bien sûr des militants du Parti Socialiste. Mais, et moi il y a une interrogation, vous parliez des interrogations, il y en a une que je me pose et que je ne suis pas seul à me poser. Je crois que vous avez été élu, et nettement, parce qu'il y avait le problème du chômage et de l'inflation, et que pour les Français, c'était la priorité absolue. La priorité absolue. Et j'ai entendu des déclarations disant qu'il fallait mobiliser, qu'on déclarait la guerre, enfin dans un style très militaire. Mais ce que constatent les Français, c'est qu'après, disons, 4 mois, ça ne s'améliore pas, et même ça a tendance à s'aggraver. Alors, on peut dire pendant un certain temps que c'est la faute du gouvernement précédent, mais on ne peut pas le dire trop longtemps. Et pour le moment, le chômage et la hausse des prix, ça continue à s'aggraver, et même très très fortement. Alors, ce que je ne comprends pas, et ça je trouve c'est une interrogation pour vos réunions, c'est pourquoi cette espèce de boulimie de réformes, qui sont délicates, qui sont contestables, qu'on peut justifier par un certain nombre de raisons, mais qu'on peut critiquer aussi, qu'il s'agisse de la décentralisation qui reste un peu dans le vague, qu'il s'agisse des nationalisations, alors qu'elles n'ont pas de rapport avec le problème essentiel pour les Français, l'inflation et le chômage, et que même parfois les solutions sont contradictoires. Bien, alors votre réponse à cette question de M. Degnaud. Je voudrais dire d'abord que le chômage et l'inflation, ce n'est quand même pas de la faute du gouvernement actuel. Non, mais ce n'est pas vrai, M. Degnaud. On ne peut pas dire, quand on a été plus de 10 ans au pouvoir et qu'on a amené 1 800 000 chômeurs, que le gouvernement actuel, depuis 3 mois et demi, est responsable du chômage. Ça, d'ailleurs, je crois que les Français ne le pensent pas. Mais je ne l'ai pas dit. Je veux dire ensuite oui, sur la boulimie de réforme. L'essentiel de l'activité du président de la République et du gouvernement est concentré essentiellement sur le chômage. Mais ce n'est pas parce que nous consacrons l'essentiel de notre énergie à combattre le chômage, à lutter pour l'emploi, qu'il ne faut pas engager des réformes. Et d'ailleurs, vous avez dit quelque chose d'inexact, me semble-t-il.
Dans ces réformes, il y en a qui ont un rapport avec le chômage. Les nationalisations, pour relancer l'activité économique qui, à la fin du septennat de M. Giscard d'Estaing, était dans un état catastrophique. Les nationalisations, en même temps que la planification, sont un outil indispensable dans notre stratégie économique pour relancer la machine économique et donc pour recréer des emplois. Ce n'est donc pas du travail inutile, M. Degnaud. Au contraire, et on jugera la politique du gouvernement actuel sur la durée. Éventuellement, j'aurais aimé vous dire un mot sur les sondages, parce que je crois que vous en faites une interprétation un petit peu rapide, mais on jugera cette politique sur des réformes de structure, y compris sur le plan économique, qui permettront de résoudre progressivement les problèmes du chômage. Mais c'est vrai, pas en 3 mois, pour compenser les effets néfastes d'une politique de 10 ans. Eh bien, même si c'est en 6 mois, je souhaite que vous ne fassiez pas des choses contradictoires. Et actuellement, vous êtes embarqué dans des objectifs contradictoires. Lesquels ? Qui est justement d'essayer de bouleverser l'économie, car doubler la taille du secteur public, c'est quand même un changement profond de l'économie, avec un déficit budgétaire qui lui aussi a doublé et qui va se traduire par une inflation accrue, donc une baisse du pouvoir d'achat. C'est pas moi qui le dis, je l'ai lu dans les journaux de ce matin. Réponse de M. Delannoy est très rapide, parce que je suppose que vous aurez l'occasion de vous retrouver une autre fois. Très volontiers. Réponse très rapide. La première, c'est qu'on jugera sur 7 ans la politique de Mitterrand comme on a jugé sur 7 ans la politique de Giscard d'Estaing. Et que deuxièmement, les nationalisations, le budget justement, avec son déficit, sont des mesures incitatives et sont orientées vers la relance de l'activité économique et donc de l'emploi. Bien, merci M. Delannoy. On va en terminer avec ce sujet, M. Degnaud, si vous le permettez. Je voudrais qu'on termine très rapidement avec le sport.